Salut la team, je vais vous présenter ma dernière lecture donc de 0 à 1 de Peter Thiel. Un livre vraiment intéressant et vraiment complet. J'ai vraiment bien aimé le lire, il y avait beaucoup d'informations, beaucoup de choses super intéressantes je pense pour la fondation pour l'entrepreneuriat, pour monter une start-up. Non, c'est vraiment pas mal. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Je vais présenter mon mind map parce que globalement, personnellement, j'ai bien aimé, donc j'ai pas grand chose à redire sur ce livre. Donc pour mon mind map de 0 à 1, je l'ai divisé en 5 branches. Alors le livre est vraiment très dense, peut-être avant de vous le présenter. Il est assez dense, il y a des schémas, il y a pas mal, c'est vrai que voilà, il y a des schémas, des courbes. Donc j'ai essayé de synthétiser ça en 5 branches, et donc forcément il y a sûrement des choses il y a des choses que j'ai enlevées même consciemment. Il y a eu sûrement des choses inconsciemment aussi, mais il y a des choses que j'ai pas remis dans mon mind map parce que pour garder une homogénéité, une cohérence dans mes branches. Voilà. Parce que j'ai eu un gros travail de synthèse pour le faire. D'ailleurs, vous voyez, du coup, il est tout simple. Il n'y a pas de dessin, il n'y a rien, parce que j'ai eu, j'ai eu un peu de mal à le faire, je dois avouer. Donc la première branche, je l'ai appelée évolution. Donc c'est pareil, ça c'est grands titres, c'est pas des grands titres qu'on retrouve dans le livre, c'est moi qui les ai mis pour synthétiser. Donc la première branche évolution, c'est le début du livre. Le livre démarre, je dirais, sur le futur, où on nous explique deux visions différentes du futur en fait. Il y a la technologie et la mondialisation. Alors au départ, on nous dit qu'il y a le progrès vertical et le progrès horizontal. Vertical, c'est la technologie, et horizontal, c'est la mondialisation. Donc la technologie, c'est quand on va faire évoluer, c'est quand vraiment la technique évolue, c'est vraiment une nouvelle technologie qui vient en supplanter une autre. La mondialisation, c'est quand la technologie se répand. On peut prendre l'exemple de ce qui se passe actuellement en Amérique du Sud et en Asie, où il y a un boom technologique, où le, le meilleur exemple c'est la Chine, où il y a vraiment où on copie ce qui se fait en Occident, et où on diffuse très largement, et où il y a une évolution très rapide. Enfin, il y a une acquisition très rapide à la technologie. C'est certainement aussi ce qu'on va retrouver, à mon avis, dans les années à venir en Afrique, avec un boom technologique dans certains domaines. Donc ça, c'est la mondialisation. C'est quand la technologie s'étend, et la technologie, c'est quand il y a une évolution. C'est quand la technologie upgrade. Donc ça, c'est pour le futur. Ensuite, j'ai mis une branche qui s'appelle 1999, où en fait, il parle de la bulle Internet de 1999, où là, il y a eu énormément de sociétés qui se sont créées sur le net. C'est ce qu'il appelle l'ère des .com. Tout le monde monte son site, tout le monde monte sa boîte en ligne, et les gens le font alors qu'il n'y a pas forcément de valeur ajoutée, et donc il y a ou alors des fois c'est même pas rentable. Les gens montent des business alors qui ne sont pas du tout rentables, mais comme c'est en ligne, ils se disent ça va marcher, et ils trouvent des gens pour investir parce que c'est en ligne et que c'est entre guillemets un effet de mode. Et tout s'écroule, c'est ce qu'on appelle l'éclatement de la bulle à cette époque-là. Et donc il y a énormément de boîtes qui s'écroulent sur le net, quoi. En 1999, c'est une sorte d'hécatombe des startups. Et il en retient, Peter Thiel, quatre lois, je dirais, pour une entreprise fonctionne, pour qu'une start-up fonctionne. La première, c'est toujours d'avancer par palier. La deuxième, c'est d'être simple et souple. C'est pas forcément de trop planifier sur l'avenir, mais c'est déjà de commencer par le premier palier, justement, avec le avancer par palier. Commencer par le premier palier, éventuellement planifier le second. Et une fois qu'on a réalisé le premier, on passe aux deux. Enfin, c'est être simple et souple, avancer doucement et ne pas vouloir faire trop complexe d'entrée de jeu. Améliorer. Il ne faut pas seulement copier, il faut améliorer quelque chose de déjà existant. Il faut que ce que vous proposez ait une vraie valeur ajoutée, et pas pas une simple copie. Et le dernier, c'est avoir un produit. C'est vraiment... J'ai fait une petite pause parce que j'avais un petit trou de mémoire. Le dernier, c'est, pardon, se concentrer sur le produit.
C'est vraiment votre priorité doit être le produit en fait. C'est un peu comme ce que BeWise nous avait dit dans sa vidéo, il faut être concentré sur l'utilisateur et pas sur l'acheteur. Là, lui, il va même plus loin, il dit il faut vraiment... il va même plus loin. C'est un peu dans le même état d'esprit, c'est il faut se concentrer sur le produit et pas sur l'acheteur. Votre priorité doit être le produit et pas les acheteurs. Voilà. Donc ça, c'est ces 4 codes qu'il a retenus en 99. Ensuite, il parle donc de concurrence, puisqu'il va parler de monopole, de compétition et du fait d'être le dernier sur le marché. Donc pour les monopoles, lui, il explique que monopole, c'est un terme qui veut tout et rien dire. Il prend l'exemple de Google. Si on considère que Google est un moteur de recherche, c'est une entreprise qui a un monopole énorme. Si on considère que Google est une entreprise qui vend de la publicité, puisque c'est comme ça qu'elle gagne de l'argent, elle est très très loin d'avoir un monopole dans la publicité. Donc voilà, il explique que la notion de monopole peut être assez floue et qu'en fait, c'est intéressant d'avoir un monopole sur un point. Google, leur monopole, c'est le moteur de recherche. Mais ça fait pas d'eux un monopole. Ils n'ont pas un monopole sur un business model, mais comme ils ont un monopole sur un point particulier, ça leur donne un avantage énorme pour se développer. Donc lui, il définit par un monopole par une technologie propre. Donc pour Google, ça va être les algorithmes, par exemple, une marque, le fait d'avancer à l'échelle, donc de pouvoir se développer, d'être scalable, de scaler, et d'avoir un réseau important, voilà, d'avoir un réseau pour pouvoir se développer. Enfin, pour pouvoir vendre tout simplement, en fait, avoir un réseau. Donc voilà comment il définit le monopole. Ensuite, il parle de la compétition. Alors, il dit qu'en fait, en règle générale, quand des entreprises se font la guerre sur un marché, c'est que le marché n'est pas profitable. Si le marché, c'est même des fois qu'il n'y a pas de marché, du coup. C'est ce qui arrivait beaucoup en 99. Il disait quand il y avait... il prend un exemple des .com, il y avait pet.com qui s'est développé. Il y a eu une autre entreprise dont j'ai oublié le nom... en .com qui s'est développé et en fait les deux ont fait faillite parce que elles se faisaient la guerre, elles se copiaient mais en fait il n'y avait pas de marché. C'est pour ça que j'ai mis Clone Wars, c'est une petite référence à Star Wars parce qu'il parle vraiment des clones qui se font la guerre. C'est aussi une référence à l'époque d'IBM dans les startups. Donc il explique que se faire la guerre et vouloir absolument copier l'autre pour essayer de le battre, sur un marché, c'est pas bon, c'est le meilleur moyen de se planter, tout simplement parce qu'on copie bêtement dans l'optique de vouloir être au niveau de nos concurrents et en fait on se rend pas compte si on copie quelque chose qui marche ou qui marche pas et on risque de copier les bêtises de l'autre et de faire les mêmes erreurs que lui et de tomber. Donc ça voilà, attention, en fait il faut pas entrer dans la compétition, pas entrer dans la guerre. S'il y a vraiment un marché, il y a de la place pour plusieurs personnes. Et voilà, il faut développer son produit, il faut revenir sur les 4 étapes, avancer par palier, être simple, proposer de vraies améliorations et se concentrer sur le produit. Et il dit qu'en fait, là il prend justement son exemple, puisque Peter Thiel c'était un des investisseurs de PayPal, il explique qu'au départ PayPal ils étaient en compétition. Ils étaient en concurrence avec X.com. Donc X.com, c'était la startup de Elon Musk. Et qu'en fait, donc PayPal, ils s'étaient plantés complètement sur leur niche. Ils pensaient avoir un marché et au final, le marché n'existait pas. Et X.com, mais par contre, ils avaient une équipe assez forte. Et X.com, Elon Musk était tout seul. Et on était plus dans la muse que dans la startup réellement. Et du coup, ils ont fusionné ensemble, ils ont donc reformé PayPal, mais avec Elon Musk dans l'équipe cette fois-ci. Et là, ça a marché. En fait, c'est la fusion des deux qui leur a permis de vraiment créer l'entreprise PayPal qu'on connaît aujourd'hui. Sans cette fusion, ils seraient tous morts. Et voilà, et la compétition les aurait tués s'ils avaient voulu se faire la guerre plutôt que de se réunir sous le même bannière. Donc voilà pour la compétition. Ensuite, il explique les avantages d'être le dernier sur un marché et comment on peut se développer. Arriver le dernier sur un marché quand il y a un concurrent, il faut tout simplement commencer petit. Le fait d'être petit fait que vous allez être invisible sur le radar de vos concurrents et il faut avancer par échelle, donc scaler, c'est-à-dire par jalon.
C'est là quand il parlait des monopoles aussi qui évoluent par échelle, c'est-à-dire avoir une... Donc on est petit et en fait on va grandir exponentiellement. Et ce qui va permettre vraiment de rattraper nos concurrents. Mais on peut se permettre ça parce qu'au départ on était petit. Si on avait voulu faire très gros au début, on se serait fait tuer dans l'œuf par les concurrents. Et il parle vraiment de rupture, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une offre qui casse le marché. On peut prendre par exemple l'exemple de Free. Quand Free est arrivé dans le marché du mobile, c'était le dernier arrivé. Et ils sont vraiment arrivés avec une offre de rupture ils avaient des forfaits à 1 euro, des forfaits à 2 euros. C'est des trucs qui étaient jamais vus. Je crois même qu'ils offraient des forfaits si on prenait d'autres offres chez eux. Enfin, la rupture, c'est ça, quoi. C'est vraiment quand vous cassez les codes et que vous pouvez du coup vous pouvez vous différencier des concurrents déjà présents. C'est aussi, on peut prendre l'exemple de Facebook avec j'ai perdu le nom de ce réseau social qui existait. C'était MySpace, je crois, si je dis pas de bêtises, avant Facebook. J'ai un trou de mémoire, enfin bref, le réseau social qui est mort. Donc Facebook, ils sont arrivés très petits, ils avaient une offre principalement pour les étudiants où on pouvait voir voilà, qui est en couple, qui n'est pas en couple, se passer des cours. Donc il y avait une vraie rupture avec MySpace. Et ils ont commencé avec Harvard et ensuite ils ont eu un effet d'échelle en contaminant, je dirais, en se développant dans les autres universités, en touchant même tous les étudiants du monde. Donc voilà, il y a eu vraiment le petit, l'échelle et la rupture qui leur a permis de devenir, de flinguer même leurs concurrents pour le coup, puisque MySpace sont morts. Et ça en fait, ça a été possible parce qu'ils étaient très petits et qui fait que ils ont, comme ils faisaient en plus... ils étaient en rupture, donc ils proposaient quelque chose de différent. Il y a eu un côté pour leurs concurrents, ils avaient l'air futiles et ça avait l'air d'être des gamins qui faisaient pas grand chose et donc ils leur ont pas fait la guerre, ils ont pas cherché à les tuer. Et ça leur a permis vraiment de se développer et puis de devenir, d'avoir eux ensuite pour le coup un monopole par rapport à leurs concurrents. La troisième branche, donc j'ai mis réussite. Alors il va parler de chance, il explique que bien entendu, il y a une part de chance, le milieu social dans lequel on est, etc., où on grandit, mais la chance ne fait pas tout. On ne peut pas que se reposer sur la chance et on ne peut pas juste se dire oh bah moi j'ai pas de chance donc c'est mort. Il y a toujours de la place pour faire quelque chose. Malgré qu'effectivement, si on n'a pas eu de chance au départ, ça risque d'être compliqué de faire quelque chose de très grand, mais c'est pas pour autant qu'on pourra rien faire. Donc là, en fait, il parle d'optimisme et de pessimiste, du coup, et en fait, il explique qu'à chaque fois, il y a les définis et les indéfinis, que vous soyez pessimiste ou optimiste. C'est pour ça que j'ai mis les mêmes... vous voyez, j'ai mis la même chose. En fait, défini, c'est-à-dire que vous êtes optimiste, vous pensez que le futur va être positif, et grâce à ça, vous posez des jalons, vous vous dites ok, comme le futur va être positif, comme la technologie va évoluer, je vais pouvoir créer ça, on va pouvoir faire ça. Indéfini, vous vous laissez porter par le courant en vous disant de toute façon, oui, moi j'ai mon boulot, je gagne bien ma vie, j'aurai sûrement des opportunités d'évoluer dans ma boîte, et vous vous laissez porter. Et le pessimiste, en fait, donc vous avez l'indéfini, lui, il se dit c'est mort, on vit c'est la crise, j'ai pas de boulot, je suis au chômage, enfin je peux rien faire, tant pis, je reste comme ça. Et le défini, lui, il se dit ok, donc le futur va être dur, ça va être compliqué, mais on va faire ce qu'il faut, on va se préparer pour pouvoir le gérer du mieux possible. Donc lui, il explique que le pessimisme indéfini, ça marche, puisque comme vous n'attendez rien du futur et que vous ne faites rien, et pour le coup, ça fonctionne. Mais il explique surtout qu'après que vous soyez pessimiste ou optimiste, c'est le modèle défini qui vous fera avancer. Donc toujours essayez vraiment, peu importe que vous soyez optimiste ou pessimiste, d'essayer de définir votre futur et de faire le nécessaire pour le créer. Ensuite, alors, il parle de secret. Il explique que toutes les entreprises qui fonctionnent ont compris un grand secret, une vérité un peu cachée qui leur a permis de réussir.
Donc ça, il découpe un peu les grandes vérités ou les secrets en trois parties. Il y a les petits, les moyens et les gros. Donc les petits, c'est les grandes vérités que tout le monde connaît déjà. Les gros, c'est les grands mystères de la vie qu'on ne pourra peut-être jamais résoudre. Donc il parle de mystères religieux, physiques, comme la théorie des cordes, des choses sur lesquelles on n'aura peut-être jamais la réponse, et donc ça va être très compliqué de s'y attaquer. Il explique que les secrets qui nous intéressent, c'est au milieu, c'est au niveau moyen. C'est entre les deux en fait, c'est là vraiment qu'il faut chercher. Et donc il dit qu'il y a deux types de secrets. Il y a les secrets de la nature et les secrets des individus. Alors les secrets de la nature, c'est ce qu'on ne connaît pas encore. Sur la nature, sur nous-mêmes, et aussi sur la nature en général, et sur les individus, c'est peut-être des attentes des gens qu'on ne connaît pas encore, des choses comme ça. Il parle notamment de nutrition. Il explique que pendant longtemps, avec l'agroalimentaire, on s'est dit les gens ont besoin de beaucoup de céréales, et on a nourri les gens un peu n'importe comment, et on commence seulement à se dire on s'y prenait mal, il y a des choses sur le jeûne qui commencent à se faire, etc. On se rend compte que on avait de grosses lacunes en nutrition, et à côté de ça, il y a on a de grandes avancées au niveau de l'aérospatiale. Aujourd'hui, on connaît mieux les planètes de notre système solaire que nos vrais besoins nutritionnels, quoi. Donc ça, par exemple, c'est un grand secret dans lequel il y aurait peut-être à creuser pour pouvoir développer. Donc il explique qu'il y en a plein d'autres, des secrets comme ça, qui sont encore présents et qui mériteraient d'être attaqués et de fonder une boîte pour les résoudre. Alors j'ai mis une dernière branche, Pareto. Je ne l'ai pas trop développé parce que là il parle beaucoup d'investissement. Malgré tout, c'était intéressant quand même. Donc Pareto, vous connaissez, c'est la loi des 80-20, ça revient pas mal dans ce livre. Et il explique que quand vous investissez, en fait quand vous investissez, c'est toujours un petit pourcentage de vos investissements qui vont vous rapporter. Donc en fait, il faut que chacun de vos investissements soit capable de compenser tous les autres qui vont pas marcher et de vous générer du bénéfice. Voilà, sinon ça sert à rien d'investir, parce qu'en fait cet investissement, même s'il va vous rapporter un peu d'argent, il couvrira pas le reste et vous serez encore déficitaire. Donc ça, il l'explique avec Pareto, et lui il a fait une loi du coup qui s'appelle la loi de puissance, qui explique les investissements, et il dit que c'est ce qu'on doit on doit appliquer cette règle aussi avec nos formations. Est-ce que quand je vais me former sur quelque chose, ça va me permettre de se... Donc je disais, j'ai eu un petit contretemps, j'ai dû refaire pause. Je disais, est-ce que ça va me permettre Est-ce que mon apprentissage va vraiment me permettre de réussir? Est-ce que cette chose cette formation à laquelle je vais m'inscrire, elle va vraiment me faire décoller et me permettre de générer de l'argent? Ou est-ce que c'est juste une feature dans toutes mes compétences que je vais utiliser très peu? Et donc il prend cet exemple pour la formation et aussi pour la création d'entreprise. Est-ce que cette entreprise que je vais créer, elle va pouvoir me permettre de vivre? Est-ce qu'elle va me faire gagner de l'argent, etc. Ou est-ce que je ferais pas mieux de chercher quelqu'un qui d'être salarié dans un autre projet, d'être salarié ou d'être associé, pas forcément salarié d'ailleurs, d'être cofondateur, d'être salarié dans un projet auquel je crois, qui est peut-être dans le même esprit que moi, et dans lequel je pourrais m'investir, je pourrais apporter ma vision, et en plus gagner de l'argent pour le coup. Donc il explique encore une fois cette loi de Pareto. C'est un peu, tout à l'heure on parlait de la fusion, mais là c'est vraiment à une échelle plus personnelle. Et donc l'idée c'est il prend l'exemple de Google par exemple. Il dit qu'il y a des gens, quand Google a démarré, ils ont préféré lancer leur truc lancer des moteurs de recherche parallèles qui sont morts. Et il y a d'autres gens qui avaient les mêmes idées et qui se sont dit non, Google ça a l'air vraiment puissant, je vais plutôt travailler pour eux. Et aujourd'hui, ces gens ont eu des opportunités de ouf, ont eu beaucoup d'argent. Et c'est parce que justement, ils ont vraiment réfléchi à ça, quoi, à cette loi de puissance qui fait que voilà, à chaque fois que vous faites quelque chose, il faut penser retour sur investissement.
et voir si c'est vraiment intéressant de le lancer, quoi. Ensuite, donc, il parle fondation. Donc là, la fondation, alors j'ai mis une première branche, c'est vendre, tout simplement parce qu'il dit c'est bien beau d'avoir une idée, c'est bien beau d'avoir un projet, mais si vous ne réfléchissez pas à des stratégies de vente, ça marchera pas, quoi. Ça, c'est une erreur que beaucoup font. Ils disent ça va être génial, j'ai vraiment un bon produit, sauf qu'ils n'ont pas réfléchi à comment le vendre, et du coup c'est un désastre. Donc là, j'ai mis deux petites branches. Il parle beaucoup, bien sûr, il parle de marketing viral, il parle de marketing de réseau, etc. Mais j'ai mis deux branches. J'ai mis une branche VVC qui est ce qu'un client va vous rapporter. Je me rappelle plus de l'abréviation. C'est valeur vie client, et CAC, c'est coût d'acquisition de client. Donc il faut toujours que votre VVC soit supérieur à votre CAC. Et du coup, en fait, en définissant ça, ça vous permet vraiment de définir le prix de votre produit, quoi. Plus ça va être dur d'acquérir un client, plus votre produit va être cher. Et ça vous permet en même temps de voir votre marketing, ce que vous pouvez dépenser en marketing et à comment vous pouvez vendre vos produits. Donc pensez à ça, sur votre stratégie de vente, c'est extrêmement important. Ensuite, lui, il a une loi, Peter Thiel, où il dit qu'il faut définir d'entrée de jeu entre les employés, les fondateurs et les investisseurs les propriétés, les possessions et le contrôle de la société. Qui a des parts dans la société avec la propriété, qui est vraiment à la tête de la société avec les possessions, et qui a le contrôle vraiment des grandes décisions. Voilà. Ensuite, je parlais fondateur. Donc fondateur, il explique que ça revient beaucoup le fait que passer de 0 à 1 quand on est tout seul, c'est extrêmement compliqué. Donc l'idéal, c'est d'avoir une équipe. Ça, c'est vraiment un truc qui revient pas mal. Que cette équipe, elle doit être composée de personnes, de personnalités hors du commun. Donc j'ai mis fort. Il faut que ce soit des gens, lui dit des individus forts, des individus qui sortent du lot. Et j'ai mis mafia parce qu'il dit qu'on doit retrouver vraiment les codes de la mafia. Lui, il prend son exemple avec PayPal. Vous devez être vraiment un groupe avec une culture commune, avec des codes communs. En fait, il dit vous devez être différents. Vous devez être différents des autres, mais ensemble. C'est-à-dire que le groupe doit se démarquer des autres, mais il doit y avoir une sorte d'uniformité dans le groupe, d'homogénéité dans le groupe. Et voilà, ça, il compare ça au mécanisme de la mafia, et j'ai trouvé ça pas mal. Ensuite, ma dernière branche, donc ça va être l'avenir. Je l'ai mis comme ça, où là il met deux grandes pistes. Donc j'ai mis une première branche machine, où en fait il parle de l'évolution de la technologie et quelle va être la place des machines et de l'homme dans le futur. Donc lui il donne deux branches en fait, deux axes à ça. Et pour ça en fait il reprend ce que je parlais tout à l'heure, technologie et mondialisation, où il explique que il y a soit la possibilité de substitution, c'est-à-dire la machine remplace l'homme, soit la possibilité de complémentarité. Donc la substitution, c'est dans un esprit de mondialisation, où en fait on va remplacer les hommes par des machines pour gagner en efficience. Et la complémentarité, c'est quand les machines vont venir vraiment compléter, les humains vont apporter, il va y avoir une valeur ajoutée, et où en fait c'est le travail commun des machines et des hommes en complémentarité qui crée de la valeur, qui crée énormément de valeur, et que cette valeur va être ensuite redistribuée auprès des humains, et bien évidemment pas auprès des machines, puisque vous n'avez pas besoin de payer des machines. Donc il explique que c'est deux visions, et qu'à terme, en fait, comme on va continuer à avancer technologiquement, c'est quand la substitution se sera arrêtée, on mettra en place une complémentarité. Voilà, et ensuite il parle, l'autre grand axe de cette partie du livre, il parle écologie et start-up écologique. Donc là il explique que c'est bien beau de vouloir résoudre un problème écologique, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment avoir un produit qui a une forte valeur ajoutée, pour que les gens aient envie de l'acheter, les gens investissent de l'argent dedans, quoi.
Si vous répondez juste à un problème écologique, mais que votre produit est pas attractif, et pas intéressant, les gens l'achèteront pas. Et ça marchera pas. Pour ça, il parle de plusieurs exemples, mais j'ai trouvé celui-là assez parlant. Il parle de Better Place. C'était une société israélienne qui voulait en fait convertir des voitures en voitures électriques. C'est-à-dire que vous aviez acheté une voiture, vous vouliez la convertir en électrique, et en gros, eux, ils vous la changeaient, ils vous la convertissaient. Et c'est eux qui s'occupaient de la recharge de batterie. Il y avait des points relais où vous veniez déposer vos batteries, vous les échangez, ils vous les rechargeaient. En fait, les batteries ne vous appartenaient pas, elles étaient en leasing, et quand elles étaient déchargées, c'est eux qui les récupéraient et qui les rechargeaient. Donc ça, c'était en Israël, donc il y avait des itinéraires, donc bien évidemment c'était localisé, c'est-à-dire qu'il fallait un parcours, il n'y avait pas des points pour récupérer des batteries partout, donc ce qui voulait dire que vous ne pouviez pas partir dans un autre pays, enfin il y avait une certaine contrainte déjà. Et il explique que déjà il fallait savoir si votre voiture était convertible. Si elle l'était, il fallait voir, il y avait tout un tas de voies, voir où vous habitiez, si vous habitiez près de points de relais, pour qu'ils puissent facilement vous changer les batteries, etc. Donc il y avait tout un tas de critères d'éligibilité déjà à l'entrée qui faisaient que l'acquisition de leur voiture était très compliquée. Mais eux, ils pensaient que comme ils résolvaient un problème qui était celui de l'automobile propre, ils se disaient c'est bon, les gens ils feront l'effort, ils rempliront nos formulaires, ils verront s'ils sont éligibles et ils achèteront. Et en fait, pas du tout, ils en ont vendu très peu et la boîte a fini par couler. Et donc le contre-exemple de ça, c'était Tesla, puisque Tesla, Elon Musk avec Tesla, il a fait au départ des roadsters électriques, donc des voitures de luxe électriques, qui vendaient très très cher. Et en fait, il partait du principe qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui voulaient des voitures de luxe, mais en même temps qui avaient une conscience écologique et qui voulaient avoir une voiture propre, mais pas forcément rouler en Prius. Il prend l'exemple, en fait, c'est Leonardo DiCaprio qui avait acheté une Prius, c'est quelqu'un qui a une forte conscience écologique, Leonardo DiCaprio. Et quand il a vu le Roadster Tesla sortir, il a vendu sa Prius pour acheter direct un Tesla. Parce que lui aussi, malgré tout, il voulait une belle voiture, il voulait pas forcément rouler en Prius, mais c'était la seule offre qu'il avait. Donc ça, c'est vraiment ce qu'a fait Elon Musk. Et Tesla aujourd'hui, c'est en train de s'étendre justement à l'échelle, puisqu'il est en train maintenant de faire des voitures de plus en plus tout public, pour que bientôt tout le monde ait la possibilité d'acheter une Tesla partout dans le monde. Donc pour ça, il répondait à sept clés qu'on retrouve plusieurs fois dans le bouquin. Je les ai mis seulement maintenant parce qu'on nous explique que la Tesla, ça répond parfaitement aux sept clés. Donc il explique que Tesla avait une technologie unique, avec les batteries et vraiment mais toute la voiture Tesla avait une technologie assez ouf. Il a, comment dire, j'ai mis time, c'est le timing. Il a lancé son offre avec un bon timing. Il y a eu à ce moment-là une période de transition écologique aux États-Unis, donc c'était vraiment le bon moment. Il s'est créé un monopole, donc ça a été son monopole, lui, c'était tout simplement les voitures de luxe électriques. Ça n'existait pas à l'époque. Il n'y a que lui qui en fait d'ailleurs, il a toujours le monopole. Et il est en train de l'étendre, il est en train de s'étendre, mais son monopole est vraiment là. Donc en fait, d'entrée de jeu, voilà, l'idée c'est d'avoir un petit monopole, et lui il l'a eu, et ça lui a permis de s'étendre avec des mécanismes d'échelle. Il a eu une très bonne équipe, j'ai plus le nom de son cofondateur, mais ils étaient deux, et puis ils ont engagé assez rapidement des gens très compétents, donc ils ont eu une très bonne équipe pour se lancer. Tout de suite, il a eu un réseau de distribution, c'est lui qui l'a fait. Il n'a pas passé par les concessions, des concessions automobiles comme pouvaient le faire Nissan ou Toyota pour leurs voitures électriques. Donc ça lui a permis aussi de gérer toute sa com et toute sa distribution. La durabilité, donc l'idée c'était ensuite, en fait, comme il vendait ses voitures très chères, et ben il avait un très gros retour sur investissement, et donc de pouvoir réinvestir cet argent dans la boîte et de faire des voitures de plus en plus tout public. Donc il y a une vraie durabilité, il y a vraiment une idée de durer sur des dizaines d'années, peut-être plus, enfin voilà. Et le secret, donc il avait vraiment, son secret c'était que les gens qui achètent des voitures de sport veulent aussi des voitures propres.
Et il y avait aussi un autre secret, je me rappelle plus dans les détails, mais il y avait une histoire de loi aux États-Unis qui est passée sur la transition écologique qui lui a permis vraiment de cartonner à ce niveau-là. Donc voilà pour Tesla face à Better Place, ça vous permet vraiment de voir que c'est résoudre un problème ou aider des gens, c'est pas suffisant. Il faut une vraie offre économique et il faut une vraie valeur ajoutée. Il faut quelque chose il faut vraiment que ce soit un produit ou un service, quelque chose qui se vend, qui soit vendable et que les gens ont envie d'acheter. Ça, c'est capital. Voilà. Et donc, je vais conclure là-dessus. Voilà. Donc j'espère que la vidéo est pas trop pourrie parce que je suis pas chez moi, donc j'ai pas au niveau de la lumière, etc. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà, je préférais la faire maintenant où j'avais un peu de temps, même si ça allait pas être parfait, plutôt que d'attendre le bon moment qui n'arrivera jamais. Voilà. Salut à vous la team, bon visionnage et à bientôt.